Alors, bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux avec nous aujourd'hui. Vous êtes en train de nous écouter de Montréal, du Québec, de France. Alors, merci d'être présents. Aujourd'hui, le thème de notre webinaire, nous avons tout un programme, soulager ses douleurs et améliorer sa santé en général. On va essayer de tenir ça en 1 heure, mais nous avons 2 formateurs avec nous, passionnés, passionnants, qui parlent énormément et qui ont beaucoup de choses à nous dire sur ce sujet. Nous avons Jean-Yves Dionne et Loïc Plisson. Je vais vous laisser dans quelques secondes, évidemment, vous présenter, mais juste un petit rappel pour nous tous. Pourquoi est-ce qu'on est tous réunis, en fait, aujourd'hui? Et bien, c'est parce que nous avons tous à cœur la santé au naturel, que ce soit pour renforcer notre système immunitaire, pour être plus autonome dans la gestion de notre santé, le plus naturellement possible, pour savoir comment mieux utiliser les ressources de la nature. Tout ça, ça nous tient énormément à cœur. Et c'est la raison pour laquelle, avec Jean-Yves, avec Loïc, les 4 autres formateurs, nous avons créé l'expérience Natura, un coffret de 19 formations en ligne. Ça commence la semaine prochaine, c'est en vente pendant 3 semaines, quasiment tout le mois d'octobre. Vous avez 1 an pour suivre toutes les formations. Alors, c'est vraiment un beau cadeau que vous pouvez vous faire à vous et à votre santé. Alors, je me tourne vers toi maintenant, Jean-Yves Dionne. Donc, tu es pharmacien, apothicaire éclectique et fondateur de l'Académie de l'apothicaire. Alors, Jean-Yves, j'aimerais ça que tu nous dises un petit peu comment tu es arrivé dans la marmite de la santé au naturel et qu'est-ce que fait l'Académie de l'apothicaire? Oui, tu me donnes 1 heure pour faire ça? Bon, en gros, oui, je suis toujours membre de l'Ordre des pharmaciens. Je suis pharmacien, mais au départ, avant même de commencer la pharmacie, je m'intéresse aux plantes médicinales, je m'intéresse à ce que faisait l'apothicaire. L'apothicaire, c'est l'ancêtre du pharmacien, celui qui préparait des prises, le terme de l'époque, donc des produits magistraux fabriqués pour la personne devant soi. Je m'intéresse à la santé beaucoup plus qu'à la maladie. Je m'intéresse au pourquoi on tombe malade. Et la réflexion commence, comme je dis, avant même que je commence les études de pharmacie. Puis pour ceux qui sont de France, au Québec, on ne parle pas produits naturels, on ne parle pas phytothérapie, on ne parle pas plantes médicinales dans la formation. En fait, oui, à l'Université Laval un petit peu, c'est moi qui donne les cours. À l'Université de Montréal, pas du tout. Donc, je suis vraiment un petit peu à contre-courant de ce qui se passe dans beaucoup de pharmacies, pas toutes, Dieu merci. Alors, j'ai développé de façon un peu autodidacte, je suis allé glaner en naturopathie, en herboristerie, en nutrition, en homéopathie, en huile essentielle, pour essayer de garnir un coffre à outils pour répondre aux besoins de bons patients. Et les miens aussi, parce que j'ai aussi subi des revers de la médecine. Et j'ai vendu ma pharmacie il y a de ça très, très, très longtemps. On parle de début des années 2000. Et depuis ce temps-là, j'ai essayé de synthétiser tout ça sous forme de formation pour les professionnels à l'Académie de l'apothicaire, sous forme de consultation privée pour mes patients, sous forme d'enseignement à différents groupes de professionnels. Et arrive la pandémie, et là, je redistribue ou je redistille tout ça dans des formations plus axées à monsieur et madame tout le monde. Et je sors de mon jargon, je suis très, très bon pour rester dans un jargon que les gens ne comprennent pas, et je traduis ça dans une approche qui est concrète, pratique. Par exemple, vous avez des varices, pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les trucs alimentaires, exercices, produits naturels qui peuvent soulager, renverser, etc. Alors, c'est ça, l'Académie de l'apothicaire. Puis, le mot éclectique a été choisi à bon escient, au sens où c'est quelque chose qui est éclectique, c'est qui va ramasser le meilleur des thèses dominantes pour en sortir quelque chose de neuf. C'est un peu ça que je fais. Je suis toujours un pharmacien, donc la compréhension des médicaments, leur rôle, leur place, mais en même temps, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas devenir une statistique médicale? Qu'est-ce qu'on peut faire pour se comprendre soi-même, pour améliorer sa santé? Voilà. Génial, c'est très clair. Merci beaucoup, Jean-Yves. Je me tourne vers toi, Loïc. Donc, Loïc Plisson, tu es permathérapeute. Tu as beaucoup de formations à ton actif aussi en aromathérapie, herboristerie, médecine chinoise, diététique, etc. Tu es fondateur de l'entreprise Se Soigner Autrement. Alors, un petit peu la même question qu'à Jean-Yves. Comment tu es arrivé dans l'univers de la santé au naturel? Alors, pour ne pas vous refaire le parcours comme je l'avais fait dans un précédent webinaire qu'on a fait ensemble, je vais rebondir sur ce que disait Jean-Yves, puisque autant Jean-Yves est parti des plantes et après il a ouvert. Moi, je suis parti du rapport au corps, puisqu'à la base, je suis kinésithérapeute. Je suis également toujours à l'ordre des kinésithérapeutes en France, mais je n'exerce plus, mais j'y suis encore. Et donc, je suis parti en fait de ce rapport-là au corps, du toucher,
pour aller en fait explorer les autres champs dans lesquels les plantes sont intervenues, certains outils de l'alimentation, de l'hygiène physique, l'hygiène psychique, certains outils plus techniques comme les ventouses, les moxas, etc. Et en fait, à partir de là et des principes, des théories, de la philosophie de la permaculture, en fait, c'est comme ça que j'ai mis en place la permathérapie. Ça raconte pas tout à fait mon parcours, ça raconte plutôt la réflexion. Si je le rattache à mon parcours, il y a cette question-là, en fait, toujours qui était un petit peu présente. C'est souvent, j'aime bien dire ça sous forme un peu de boutade. Moi, je ne suis pas devenu soignant pour soigner les autres, mais pour me comprendre, pour comprendre comment je fonctionnais, pour comprendre comment en fait la vie s'animait en moi. Et à partir de là, bon, le chemin de soin, j'avais deux choix. Hein. Soit je faisais des études de biologie et de la recherche en biologie, ce qui m'a beaucoup tenté. Et de l'autre côté, le soin, mais le problème en biologie, c'est qu'on ne touchait pas. Et moi, j'aime bien mettre les mains dans la matière. Donc voilà, donc j'ai choisi ce chemin-là rapidement. Et aujourd'hui, le fait d'avoir eu plusieurs lectures de la physiologie m'amène en fait à en avoir une nouvelle, celle que je développe en permathérapie. Et je trouve ça intéressant d'aller chercher, comment dire, la physiologie, la façon dont on fonctionne. En fait, c'est comme alors, un diamant, une pierre semi-précieuse, peu importe en fait le type de pierre, c'est les pierres taillées où on va avoir des facettes et on va juste, avec notre regard, on va regarder une facette. Et le fait d'avoir ces lectures-là avec plein de facettes, tant que l'on met la personne au centre de ces facettes-là, donne une richesse absolument incroyable. Et j'insiste bien, et je pense que Jean-Yves sera d'accord avec moi sur le fait que tant que la personne reste au milieu de toutes ces approches, tu l'as bien dit, hein, en disant, voilà, pour trouver ce qui correspond à la personne en face et comprendre en fait comment la personne en face, elle fonctionne. Parce que même si on a des livres de physiologie, de biologie, d'anatomie, etc., ça correspond jamais à ce que vraiment vit la personne en face de nous. Et ça, c'est 100% d'accord. 100% d'accord. C'est une personne, ce n'est pas une statistique. C'est bon, c'est bon. Effectivement, vous avez ce point commun-là de la médecine, on pourrait dire peut-être intégrative, où c'est important de jumeler à la fois la médecine conventionnelle et la médecine plus douce. Je sais que toi, Loïc, tu me disais en préparant cette entrevue que quand tu as des patients avec toi, tu leur dis de dire à leur médecin traitant qu'ils font des traitements avec toi, de ne pas le cacher. Hein. Est-ce que pour toi, Jean-Yves, c'est la même chose aussi? C'est exactement la même chose. Puis souvent, tu entends des gens, je ne peux pas en parler à mon médecin ou je peux pas, est-ce que je devrais en parler à mon pharmacien? La réponse, c'est oui. Puis là, j'utilise mon bouclier qui est l'appartenance à l'ordre et le diplôme de pharmacie pour dire oui. Et si vous avez besoin, dans la discussion, votre médecin est sceptique ou peu importe, donnez mes coordonnées. Ça va me faire plaisir d'échanger, donner toutes mes références scientifiques derrière mes recommandations. Exemple, j'ai eu une cliente cancer complexe qui vient me voir, puis je ne promets pas de guérir personne, moi, là. Puis dans le cancer, ce sont des maladies tellement complexes, origines complexes. Tout ce que je peux dire, c'est amélioration de qualité de vie et réduction de la toxicité de la chimiothérapie. Déjà, en partant, on va rassurer les gens et j'ai eu un échange avec la pharmacienne traitante de l'hôpital qui n'était pas vraiment d'accord, mais quand j'ai envoyé toutes mes références, elle dit « au moins, je sais que tu ne fais pas de tort. » Bon, OK, on ne s'entend pas sur la finalité, mais au moins, on ne fait pas de tort, puis on aide les gens. Parce que c'est ça qu'on veut faire. Au total, moi, je ne fous rien. Hein. C'est la personne qui travaille. Moi, je dis, fais ça, 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 puis on se reparle. Et au total, c'est la personne qui travaille. Je ne le dis pas de manière aussi directe. Je partage ce point de vue-là. Effectivement, c'est à la personne de trouver... nous, on est juste là pour mettre en place des conditions pour l'aider en fait à trouver un chemin qui va lui correspondre. Nous, on parle en permathérapie, on utilise le terme d'accorder, le fait d'être accordé avec son environnement, avec ce qu'on vit à l'intérieur. Mais cet accordage, on pourra utiliser d'autres termes, peu importe. Et en fait, c'est à la personne de le trouver et nous, on est juste
là pour dire, ah, peut-être un peu plus à droite. Non, vous sentez plus à gauche. Bah, continuez un petit peu plus à On est gauche. des guides, c'est ça, avec chacun son coffre à outils. Puis le mot intégratif est important parce que, personne n'a toutes les réponses. On a un coffre à outils qui correspond à notre démarche et à ce qu'on a accumulé comme compréhension. Mais la première chose dans la notion d'intégratif, puis ici au Québec, il faut se tenir loin du mot médecine parce que il y a des gens qui regardent en haut. Donc, on va parler de santé, plus intéressant de toute façon. Mais l'intégration, c'est de dire, est-ce que dans mon coffre à outils, j'ai plusieurs trucs différents de philosophie et de sciences différentes, bon, alimentation, médicaments, produits naturels, etc. Et quand j'atteins mes limites ou j'aperçois mes limites, ben, c'est le temps de dire, va donc voir un tel ou va donc voir. Par exemple, ça m'arrive de recommander des gens en acupuncture. Parce que, je comprends un peu, mais demande-moi pas de faire de l'acupuncture, ce n'est pas mon domaine. Je ne comprends rien là-dedans. Je suis juste un bon client et je vois les points rougir quand on me pique. Là, alors, c'est toute la notion d'intégrer tout ça pour que chaque personne fasse sa propre démarche. Je profite de ce que tu dis, Jean-Yves, pour faire un message s'il y a des soignants qui nous suivent, des thérapeutes, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur pratique, qu'elle soit conventionnelle ou pas conventionnelle, que c'est notre devoir d'avoir une culture thérapeutique, comme tu le dis, voilà, de dire, là, je pense qu'il faudrait aller voir qui est un acupuncteur, qui est un praticien en médecine ayurvédique, qui, etc., etc. Enfin, mais d'avoir cette culture-là pour pouvoir, en fait, en plus d'orienter la personne, être à même d'appeler l'acupuncteur en disant, bah, voilà, je t'envoie telle personne. Moi, j'ai vu ça, ça, ça. Bon, après, toi, tu referas ton bilan. Mais après, voilà, dis-moi ce que tu as fait pour qu'on puisse échanger. Parce que c'était autant, tu nous disais, mais voilà, les personnes, est-ce qu'elles doivent dire à leur médecin? Oui, elles doivent le dire. Mais après, c'est aussi entre nous, entre soignants, de dire entre Absolument. nous, mais voilà. Ben oui, puis là, c'est la complexité de notre monde d'aujourd'hui où on a beaucoup de réseaux, mais on a rarement le réseau à la bonne place. C'est-à-dire que je veux référer quelqu'un dans telle thérapeutique, mais là, sérieusement, est-ce que j'ai la bonne personne ou dans le bon secteur? Prenons l'acupuncture. Si moi, je travaille avec quelqu'un, comme j'ai eu une cliente au Gabon, c'est bien difficile de dire qu'au Gabon, on va chercher un acupuncteur, je ne sais même pas s'il y en a, puis moi, je ne les connaîtrais pas. Mais je peux quand même lancer l'idée il y a cette thérapeutique-là qui est complémentaire à ce que je fais. Mais il y a toujours le problème de à qui spécifiquement. Dans certains cas, oui, c'est facile, c'est dans le réseau, c'est local, OK, mais ailleurs, pas toujours. Exactement. Alors, on va passer à notre premier sujet, si on veut, notre thématique. Ici, voici. Alors, ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à poser vos questions en direct, donc soit dans la partie questions-réponses ou converser, et puis on essaiera de les poser au fur et à mesure à nos deux formateurs. Si on regarde un sujet qui touche de plus en plus de monde, donc les varices et les hémorroïdes, donc la santé vaine. Puis je vous laisserai intervenir tous les deux l'un après l'autre ou l'un avec l'autre. Quelles sont les raisons en fait de ces troubles veineux, puis les facteurs de risque? Est-ce qu'une chirurgie, ce ne serait pas la façon la plus rapide et la plus facile de soigner ça? Je te titille, Jean-Yves, avec cette question-là. Mais, oui. peut-être les aliments et les produits naturels qu'on pourrait favoriser pour une meilleure santé des veines. Bon, commençons par ta première question. Est-ce que la chirurgie ne serait pas une solution? La réponse, c'est que la chirurgie, c'est une solution partielle, au sens où on va travailler que ce soit les injections sclérosantes ou l'ablation de la saphène, la grande veine. Tout ce que ça fait, ça règle le problème localement. Alors, ça bouche la veine ou ça enlève la veine. Ça n'a rien changé sur l'appareil veineux au complet. Pourquoi vous êtes malade? Pourquoi les veines se dilatent? Alors, des facteurs de risque, pensez à la gravité. Juste le fait d'être debout, ça donne un stress à toutes les veines des jambes. Alors, pensez à toutes les gens, peut-être d'entre vous qui écoutez, qui travaillaient debout. Moi, je l'ai vécu comme pharmacien, à faire des 12 heures en ligne. À un moment donné, les jambes, là, boum! Et à l'époque où je travaillais très fort, à l'époque où j'étais propriétaire, les bas de contention, les fameux bas supports, chez les hommes, ça arrêtait aux genoux. Imaginez où ça a pété après. Juste au-dessus. Parce que la gravité, toujours la gravité. Alors, il faut se poser des questions. Quels sont les facteurs de risque? Est-ce que mon alimentation, tu as très bien dit, il y a quelque chose dans l'alimentation qui fait que la veine est agressée?
Et là, on va penser à l'oxydation, on va penser aux gras inflammatoires, les oméga-6, on va penser à l'afflux de grands glucides en quantité impressionnante de l'alimentation nord-américaine, qui fait que non seulement on engraisse, mais nos vaisseaux sont en inflammation. Et on disait tout à l'heure que, tu sais, on parle de toutes sortes de choses, mais au total, on est un seul individu. Je ne suis pas un appareil veineux, un appareil artériel, c'est un appareil circulatoire. Alors, imaginez que si vous avez des symptômes dans vos veines, bien, vos artères ne sont pas en bon état non plus. Et c'est là où il faut s'intéresser à pourquoi je fais des varices. Bon, OK. Facteur de risque. Vous êtes une femme, plus à risque. Vous avez une grossesse, oh, énorme risque. Il y a une masse qui se développe là. Mais c'est passager dans la vie. Ce n'est pas toute la vie. Pourcentage de gras plus élevé. Oui, c'est vrai, parce que les veines, ce qui fait la pompe, c'est les muscles. Alors, si j'ai du tissu mou autour de la veine, bien, ma pompe est moins efficace dans ma jambe pour faire monter le sang. Ah, OK. Comment? Pourquoi j'engraisse? Pourquoi j'ai développé ce surpoids-là qui est tellement fréquent dans notre société? Alors, c'est toutes ces choses-là. J'ai des problèmes de veine aux jambes. Est-ce que des activités physiques? Ah oui, lesquelles? Le jogging? Jamais. Là, on provoque, on augmente la gravité. Mais le vélo à l'opposé, la natation, les exercices en eau vont aider parce que la natation pousse la pression de l'eau. Alors, c'est tout autre de choses où quand on pense différemment, on fait ah, ben là, j'ai des solutions à ce qui m'embête, me fait mal, donne des pieds enflés, des rougeurs et tout ce qui vient avec. Et là, on pense, bien entendu, phlébologie, injection et autres. C'est sûr que ça marche, mais ça ne règle pas le problème. Dans le même ordre d'idées, si on rajoute je suppose que volontairement, tu ne les as pas toutes données, les Ben facteurs de non, je ne les ai risque. pas toutes données. Justement parce que dans l'expérience Natura, une des formations que je donne expressément pour l'expérience Natura que je n'avais pas faite avant, c'est la circulation veineuse, comment améliorer sa circulation veineuse. Puis ça, c'est un des petits cadeaux qui est dans le produit. Pour ça, je n'ai pas tout donné quand même. Non, c'est que je rebondis sur une des commentaires d'une des personnes qui me dit, voilà, et j'ai très mal aux hanches. Et ça me fait penser en fait à un point qui est important à regarder quand on a des problèmes de circulation. Alors, que ce soit au niveau des hémorroïdaires ou les chevilles qui enflent, en fait, ça reste un problème d'ordre veineux. C'est de regarder juste au-dessus, en fait, de penser à les regarder au-dessus. Penser à les regarder au-dessus, c'est l'état du bassin et du petit bassin. La vie est en mouvement et le mouvement, en fait, exprime la vie. Quand on va avoir un bassin qui est congestionné, qui est serré, qui est fermé, en fait, le sang circule plus à l'intérieur, circule mal. Un peu comme tu disais, voilà, quand on a du tissu mou autour, eh bien, ça se comprime moins. Et si, en fait, on a dans ce petit bassin, le petit bassin, vous avez votre bassin, c'est la partie du bas hein, pour le localiser. Donc, c'est dedans qu'on va avoir les organes génitaux, qu'on va avoir la prostate chez l'homme, qu'on va avoir le rectum. C'est toute cette partie-là du bas. Et à quoi on va le voir, en fait, qu'elle est congestionnée? Il y a des choses qui sont relativement simples. C'est la sensation de lourdeur, de poids, ou même quand on va poser les mains en fait sur notre bas-ventre, donc sous le nombril, on va sentir que c'est raide, que c'est dur, que c'est tendu, qu'il n'y a pas de souplesse. Et ça signe aussi le fait que ça a du mal à circuler. Alors, il y a plein de façons de réguler ça, mais il y a un outil moi, que j'aime particulièrement et qui est très accessible, c'est d'utiliser une écharpe. La même écharpe en fait que vous prenez quand vous sortez en hiver de chez vous, exactement la même écharpe. Et en fait, vous l'entourez autour de votre bassin, vous faites un nœud. C'est une technique mexicaine qui a beaucoup travaillé là-dessus, qu'on appelle le rebozo, qui est utilisé pour les femmes enceintes, mais en fait qui peut être utilisé pour tout le monde. Et à partir avec ce croisement-là, en fait, devant le bassin, de venir juste bouger. Alors, on ne voit pas mes mains, pardon. On tient notre écharpe et on va juste serrer et desserrer, en fait, juste pour redonner en fait du mouvement au bassin. Et ça, c'est un bon moyen. Une des personnes dans les commentaires disait, voilà, j'ai une maladie de Crohn. Alors, il y a plein de choses. Hein. Ça ne va pas guérir votre maladie de Crohn. Rien qu'avec ça, on est d'accord. Mais déjà, si on ça fait peut soulager certaines douleurs. Et c'est déjà le lien dont beaucoup. tu parles avec le bassin, le petit bassin, pensez juste à la constipation qui va aggraver
à la fois les hémorroïdes et les veines en faisant une pression pour empêcher le retour. Pensez aux maladies du foie, puis depuis les maladies graves comme la cirrhose, comme le simple engorgement va augmenter la pression au niveau veineux, au niveau de la veine porte. Et justement, Manon pose la question, est-ce qu'on peut vérifier la pression des veines? Oui, ça se fait, mais c'est très difficile. Ça prend une machine différente. On va parler d'un Doppler plutôt que la machine à pression avec le brassard. Ce n'est pas tout à fait de la même façon parce qu'on va toujours mesurer la pression artérielle en premier, mais dites-vous que le début du problème veineux, c'est une augmentation de la pression ou, si vous préférez, une stase, un ralentissement de la circulation qui amène des complications oxydatives, enflures, édèmes et autres sensations désagréables. Exact. Puis je rappelle juste pour ceux qui posaient les questions, essayez de les poser en lien avec la thématique, ça sera plus facile aussi pour nos intervenants. On a quelqu'un qui posait la question par rapport aux ongles. On va y revenir un petit peu plus tard justement avec nos deux formateurs. Si on regarde maintenant un autre problème qui est très, très fréquent, peut-être encore plus depuis tout ce qu'on vit, c'est les défis liés au sommeil. On a énormément de gens qui soit souffrent d'insomnie, qui se réveillent pendant la nuit puis qui ne sont pas capables de se rendormir. On a ce qu'on peut peut-être appeler des dettes de sommeil. Donc, est-ce qu'on peut faire en sorte peut-être de faire une sieste pour rattraper les heures qu'on a perdues pendant la nuit? Qu'est-ce qui génère déjà, premièrement, ces troubles de sommeil, outre que peut-être l'anxiété qu'on aurait tendance à dire? Ben, écoute, il y en a plusieurs. C'est d'ailleurs pour ça que c'est une des formations que j'ai mis dans le paquet, parce que le sommeil est un problème. Le sommeil est un problème complexe, au sens où la première des choses, c'est que personne ne peut être capable d'expliquer correctement pourquoi on dort. Alors, c'est une nécessité. Pourquoi on dort? Je ne le sais pas. Et il n'y a pas un spécialiste qui peut mettre une explication cohérente là-dessus. On a des hypothèses. Par contre, on sait qu'on a besoin de sommeil, on a besoin de récupérer, on a besoin des phases de sommeil profondes, légères, paradoxales et tout. Et les problèmes de sommeil peuvent être associés à des choses banales. Exemple, la consommation de caféine dans la journée. Chez certaines personnes, le café du midi peut m'empêcher de dormir parce que la façon de mon corps d'éliminer cette caféine-là peut être très, 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 très longue. Quand mon voisin, ça va lui prendre 3 heures, ben, moi, ça va me prendre 11 heures. Il y a d'autres choses où la pression psychologique qu'on subit en ce moment. Et là, je m'inclus dans le tas, je travaille de chez moi, j'ai à peu près pas d'interaction, j'ai pas de pression extérieure et je vis la pression comme tout le monde de cette absurdité qu'on vit en ce moment. Alors, veut pas, ça va affecter mon niveau d'énergie. Il peut y avoir plein de... Bon, ça peut être des pathologies comme l'hypertension et autres, mais la première chose à faire, c'est, OK, je dors pas, ou j'ai des misères à m'endormir, ou je me réveille en milieu de nuit, symptôme de stress majeur. D'ailleurs, on va me faire un petit plaisir ici. Publicité, bon stress, bad stress, mon livre, j'explique tout ça. Et il faut prendre un pas de recul. Au lieu de dire « je dors pas, je dors pas, je dors pas », ce qui ne fait qu'augmenter le problème, bien, on peut regarder des choses banales. Est-ce que j'ai un rituel? Est-ce que ma chambre est assez sombre? Est-ce qu'il fait assez frais? J'ai des problèmes à dormir. Est-ce qu'il y a une odeur plaisante? Ne serait-ce que de la lavande, ça a été documenté pour m'aider à dormir. Des choses avant de tomber dans les substances. Est-ce que mon niveau d'activité physique dans la journée est suffisant pour que je sois fatigué le soir? Puis là, je ne parle pas de sport. Là. Je parle d'activité physique, bouger, faire du ménage, s'occuper des enfants. Est-ce que le soir, je suis fatigué ou pas? Est-ce que mes activités en fin de soirée sont propres à me mettre dans un état propice au sommeil? Et ça, beaucoup de gens, c'est... Merci, France. Beaucoup de gens ont, exemple, dans leur chambre à coucher, il y a un écran de TV ou l'ordinateur. Mauvaise idée. Là, je vous parle à vous, là. Mauvaise idée parce que l'ordinateur, l'écran, mobilise mon cerveau et me garde en état de réveil. Sans parler de la lumière bleue, qui est un autre problème. Alors, il faut qu'avant le sommeil, j'ai toute une routine qui m'appartient, t'appartient à toi, mais qui permet au cerveau, au système nerveux, de tomber du sympathique excité au parasympathique relax, et là, je peux dormir.
Ça, c'est en gros. Puis là, ben, on peut parler de substances, parler de mélatonine, mélisse, lavande. Il y en a 150 substances. Alors, lesquelles sont pertinentes pour qui, à quelle dose? Ça, c'est l'autre volet. Exact. Puis toi, Loïc, tu dis, j'aime beaucoup cette réflexion, que les plantes ont une subtile puissance. Quelles seraient les plantes, toi, ou d'autres choses en permathérapie que tu recommanderais pour peut-être améliorer le sommeil? Alors là, elles peuvent être, comme disait Jean-Yves, elles peuvent être nombreuses. Ce qui va être intéressant, c'est de savoir celle qui va me correspondre et quel type d'extrait aussi va me correspondre. Sans rentrer dans un cours trop détaillé, parce qu'après, je sais que tu vas me dire que je prends trop de temps, alors je vais faire très court. On va dire qu'il y a différentes dynamiques. Les plantes ont différentes dynamiques et les extraits ont différentes dynamiques. Dans un premier temps, pour que ce soit le plus simple, on va aller regarder dans les types d'extraits. Dans les différentes dynamiques, il y a celles qui vont nous intéresser. Ça va être la dynamique apaisante. Alors, je les cite quand même, ces dynamiques-là, c'est nourrissante, stimulante, apaisante, aggradante et dégradante. Nourrissante, on voit un peu l'idée. Apaisante et stimulante, on est plutôt dans une idée de court terme. C'est à un moment donné, on va devoir limiter l'agitation en fait, dans le corps ou augmenter cette agitation dans le corps. Enfin, c'est remettre du mouvement dans le corps. Et aggradante et dégradante, c'est sur du long terme, lorsqu'on va rajouter de la matière ou du mouvement, on va rajouter au corps pour aggradant, et dégradant, on va retirer là où il en fait trop. Voilà, ça pour le dire très rapidement. Donc, les deux grandes dynamiques qu'on retrouve dans les problématiques du sommeil la plupart du temps, ça peut varier, il y a toujours des nuances bien sûr, mais ça va être la dynamique apaisante et la dynamique aggradante. La dynamique aggravante, ça va nous faire rentrer dans quelque chose de complexe et c'est pour ça que j'aime bien la remarque de Jean-Yves parce on est dans la même logique où on arrive sur la dynamique apaisante où ce sont les huiles essentielles en fait qui ont cette dynamique-là en tant que telle. Toutes les huiles essentielles ont plutôt une dynamique apaisante et la lavande qui elle-même est une plante avec une dynamique apaisante. Donc on est vraiment dans cette logique-là. Donc la lavande, l'huile essentielle de mélisse, elle est un peu chère. J'aurais plutôt tendance à Oui. la conseiller sous forme d'hydrolat si on en trouve, c'est quelquefois compliqué, ou simplement en fait En quelques feuilles de infusion. mélisse. Ce qui est assez fascinant avec cette plante-là, qui donc a cette dynamique apaisante, c'est que fraîche, elle est beaucoup plus efficace que sèche. Alors là, ça fait jouer à l'orthophonie. Fraîche, pardon, est beaucoup plus efficace que sèche. Il suffit de 4-5 feuilles quand elle est fraîche et l'équivalent en fait quand elle est sèche, c'est une vingtaine de feuilles. Donc, avoir un pot de mélisse chez soi, c'est extrêmement facile. Ça pousse n'importe où, n'importe comment d'ailleurs en général. C'est assez Oui, c'est même envahissant, je pense. envahissant dans le Si je veux dire. jardin, je vous avertis, Ouais, ceux qui en font pousser. ouais, ouais, méfiez-vous, il y en a partout. Mais c'est très agréable à couper puisqu'il y a l'odeur qui revient et quelques feuilles. Euh, on va les prendre en infusion et je précise à toute fin utile que l'infusion, on ne la prend pas juste avant de se mettre au lit. C'est pas, elle va rentrer, comme tu disais très, très justement, dans votre rituel à vous, mais ça peut être voilà, en fin de journée. Voilà. L'idée, c'est qu'on ne fonctionne pas par, on n'a pas des arrêts. Voilà, on ne fonctionne pas par arrêt, on fonctionne par rythme. On va voir un moment, ça va monter, puis à un moment, ça va descendre. Et quand ça va descendre, en fait, c'est souvent là où le bas blesse, c'est que la descente, elle ne se fait pas comme la montée. Et c'est quand on voudrait être tout en bas qu'on dit je vais prendre quelque chose pour me coucher, et donc je vais prendre un truc qui va m'assommer. Mais c'est avant, c'est quand on commence à avoir l'activité qui descend. Là, on peut prendre une tisane de mélisse, on peut commencer à respirer de la lavande, ou pourquoi pas l'appliquer, il n'y a pas de problème pour se l'appliquer sur la peau. On va pouvoir prendre, enfin, utiliser des plantes. Le tilleul, je ne sais pas s'il fait une partie de la culture québécoise, le tilleul. En France, Moins, il a il été est plus très présent. présent, mais ça reste, surtout quand on peut. D'ailleurs, ceux qui peuvent marcher sous un tilleul au début de l'été, quand les fleurs sont en expansion, c'est extraordinaire. C'est moins connu comme plante ici, mais c'est quand même présent chez les gens qui aiment les plantes médicinales. Là. Puis comme c'est un arbre, ben, on n'en manquera pas. Hein. Pas de problème. Je pose cette question-là. Il me semble que c'est important aussi d'utiliser les plantes qui sont proches de chez vous, pas forcément aller chercher voilà,
celles qui viennent de l'autre côté de l'Atlantique, hein, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, que vous veniez de France vers le Québec ou l'inverse. Mais voilà, elles sont extrêmement nombreuses, ces plantes qui peuvent. Donc, on a cité, je ne sais plus ce que je t'ai cité, la lavande, la mélisse. On va avoir le tilleul. Moi, je ne vais pas aller chercher des escolgias, des rhodiola, parce qu'il n'y en a pas par chez nous. C'est des plantes qui sont intéressantes, mais je vais plutôt préférer en fait des plantes plus locales, des plantes qui ne sont pas forcément des puissantes calmantes, mais qui ont cet intérêt de venir, là elles sont plutôt aggradantes, ce que je disais tout à l'heure, des plantes comme la bétoine qui viennent en fait aider à comment on va dire ça, reparamétrer, on peut dire ça comme ça, notre système nerveux, lui redonner un petit peu de calmer. Ça calme ce qu'on appelle la neuroinflammation, qui est souvent en fait un objet de problématique lorsqu'on va avoir des troubles du sommeil. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Parfaitement, parfaitement. Alors, on a justement plusieurs questions qui tournent autour de la ménopause. Peut-être on peut prendre quelques instants pour expliquer. Est-ce que quand on arrive en ménopause, est-ce qu'on a plus de problèmes liés au sommeil? La réponse, c'est oui. OK? Parce que la conception médicale de la ménopause est un peu trop étroite. Hein? Pour un médecin, la ménopause, c'est 1 an après l'arrêt des menstruations. Pour moi et plusieurs autres, c'est quelque chose comme 10 ans avant ce moment-là. C'est toutes les perturbations hormonales qui sont intrinsèquement liées au fait d'être une femme. Hein, vous avez une horloge biologique méchamment plus complexe que celui d'un homme. Vos hormones fluctuent tout le temps. Et une des choses qui se passe dans les 10 ans avant, c'est une des 2 hormones principales. Je dis des 2 principales parce qu'il y en a une kyrielle, il y a juste 3 estrogènes différents. La progestérone va avoir tendance à descendre ou surtout ne pas monter quand c'est le temps. Et c'est là qu'on voit apparaître des symptômes comme saut d'humeur, insomnie, anxiété, changement de la peau, etc. Des choses qui font « Ah, c'est le vieillissement, ah, faux ». C'est un déséquilibre. Un exemple, cette progestérone-là, quand vous la produisez normalement ou prenez de la vraie progestérone en externe, et contrairement aux progestatifs, qui sont des médicaments différents, la progestérone, une fois que vous l'avez dans le corps, que vous la produisiez ou la preniez, rendue au cerveau, se transforme dans 3 métabolites, donc des molécules dérivées de la progestérone, et ces molécules-là ont un effet quoi? Anxiolytique. Alors donc, une femme qui a des hormones à la bonne place est beaucoup plus zen naturellement. Regardez une mère de famille avec 12 enfants autour d'elle. Hein? Il n'y a pas un père qui est capable de faire ça. Excusez, j'exagère un petit peu. Mais alors, la ménopause est très, très souvent associée à toutes sortes de symptômes. On pense bouffée de chaleur. C'est vrai, mais pour beaucoup de femmes, c'est très secondaire, ça. Alors, c'est pour ça que sur ma plateforme, j'ai fait un webinaire qui n'est pas inclus dans l'expérience Natura, mais sur la ménopause, où j'aborde la transformation, les choses à faire. Dois-je ou pas prendre, comme disait Clémence, l'hormone? Bon, pour ceux qui ont compris, Clémence Desrochers, humoriste, qui doit avoir 85 maintenant, la madame, et elle fait tout un monologue là-dessus, puis c'est problématique parce que l'information n'est pas claire et il ne faut surtout pas tomber dans le discours émotionnel. Parlons d'un discours factuel. Alors, les hormones que nos mères ont prises, Prémarine Provera, non. Les hormones actuelles, bioidentiques, ah oui. Est-ce que c'est pour vous, par contre? Et c'est là où c'est complexe. Alors, oublions le débat des hormones 2 minutes, puis en termes de sommeil, ben oui, c'est vrai que madame en phase de ménopause, depuis 10 ans avant jusqu'à 10 ans après, peut avoir des perturbations du sommeil et c'est là où on va penser comment est-ce qu'on peut rétablir la normale. Alors oui, il y a des substances, on pense à la mélatonine par exemple qui marche très bien, pas chez tout le monde par contre. Quelqu'un a demandé une question sur la théanine. La théanine, c'est une molécule qui vient du thé blanc. Très intéressant, mais c'est un calmant, mais pas un somnifère. Ça me met dans un état zen, un peu comme certaines plantes. La mélisse, par exemple, vous ne dormirez pas avec la mélisse, mais ça va vous aider à vous mettre dans l'état pour dormir. C'est exactement. Alors, il y a beaucoup de choses dans le monde naturel. Il n'y a pas de batte de baseball, là,
Je dors. Non, il n'y en a pas. Mais il y a plein de choses qui vont aider, oui, c'est ça, à me mettre dans cet état. On parlait des huiles essentielles de lavande et autres. Il y a pensez au néroli, cette odeur de citron magique, de fleurs d'oranger. C'est pas la fleur d'oranger, c'est un autre, là, mais bon, c'est dans la même famille, qui est documentée pour baisser l'anxiété. L'odeur de rose, si elle ne vous agresse pas, est bénéfique. Même chose. Alors, il y a plein d'huiles essentielles qui ont des rôles, mais qui vont vibrer avec votre réalité. Alors, si une odeur vous agresse, laissez faire. Ce n'est pas parce que j'ai 12 000 études cliniques qui disent que ça marche que ça va marcher chez vous. On vient au tout début de notre conversation où on parle à un individu ici. Les recettes magiques, pas comme ça. Exact. Alors, on va passer à notre prochain sujet. On a d'ailleurs une question en anonyme quelqu'un qui nous dit « J'ai mal à toutes mes articulations », cette notion de douleur. Alors, je vais commencer avec toi, Loïc, puisque c'est le sujet de la formation que tu nous offres dans l'expérience Natura, comment on peut soulager nos douleurs. Mais j'aimerais déjà que tu nous expliques le rôle de la douleur, les rôles de la douleur. Oui, ce sera plutôt les rôles de la douleur. Je vais le faire en répondant précisément en fait, à la question qui est posée où la personne demande « est-ce que c'est de l'arthrose ?» Juste préciser un petit point et ça va m'amener vers les rôles de la douleur. L'arthrose, ça fait pas mal. Alors, je sais que je choque un petit peu quand je dis ça et c'est volontairement. L'arthrose, ça correspond à quoi? C'est une problématique ou plutôt c'est un aspect de nos cartilages. Les cartilages, c'est des petites zones en fait qui sont de part et d'autre de nos os, qui sont en contact les uns avec les autres et qui vont permettre en fait un meilleur mouvement de l'articulation. Ce cartilage-là, il n'est pas vascularisé et il n'est pas innervé. Alors les mots, ça fait peut-être un peu peur dit comme ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas de sang qui arrive et il n'y a pas de nerf dessus. S'il n'y a pas de sang qui arrive, ça veut dire que c'est quelque chose qui ne va pas se renouveler. Il y a un léger renouvellement, sans rentrer dans les détails, parce qu'il y a un phénomène d'inhibition, mais globalement, ça ne va pas se renouveler comme un muscle, comme la peau. Voilà, ça c'est la première chose. Et la deuxième point, c'est pas énervé. Si c'est pas énervé, il n'y a pas de nerf. S'il n'y a pas de nerf, il n'y a pas de douleur. Vous allez me dire, oui, mais j'ai quand même mal. Oui, vous avez mal. Ça, je ne mets pas en doute le fait que vous avez mal. Vous avez mal parce que c'est ce qu'il y a autour en fait, de cette zone-là qui est douloureux. Parce que tout le reste autour, c'est énervé. Pour le coup, ça peut faire très, très mal. Je le précise parce que si c'était juste l'arthrose, ce cartilage-là, en fait, on ne peut pas le changer. Une fois qu'il a évolué, en fait, et c'est son évolution physiologique d'avoir ce changement-là, eh bien, le seul moyen de le changer, c'est couper les os de chaque côté et mettre une prothèse, ce qui n'est pas vraiment un traitement, ça pallie, mais ça ne traite pas le problème. On revient encore à ce qu'on disait tout à l'heure. Dans le cas de l'arthrose, de ces douleurs qu'on peut prendre pour des douleurs arthrosiques, ces douleurs articulaires, on va pouvoir se poser la question en fait du rôle de la douleur. Donc, il y a 3 rôles dans la douleur. Et on va avoir un premier rôle qui va être celui qui nous, qui nous éclaire sur un danger, qui nous dit il y a quelque chose où tu vas trop loin, où tu dépasses ce que tu peux faire. Typiquement, c'est celui, voilà, on s'approche de la flamme, on n'a pas besoin de la regarder, on va avoir un moment en fait de recul. Mais ça, on va pouvoir le vivre à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'on va forcer trop sur notre corps et à un moment donné, oh là, si je vais plus loin, ça ne va pas le faire. Donc, on a cette première limite. Cette première limite, elle va durer quelques minutes, quelques heures, quelques jours, mais jamais très longtemps. Et finalement, elle disparaît assez spontanément. On est allé toucher cette limite-là. Et puis, il y a un autre niveau un petit peu au-dessus qui, lui, nous avertit que cette limite, elle a été franchie. On a franchi cette limite-là et on s'est mis en danger. Ça, c'est des douleurs qui peuvent durer un peu plus dans le temps et qui vont être un peu plus marquées et qui vont nous amener, si on ne les écoute pas, à la troisième douleur, le troisième rôle de la douleur qui va nous limiter, qui va nous bloquer, nous dire maintenant, stop. Le classique lumbago. Voilà, le lumbago, c'est j'ai mal au niveau des lombaires et puis
ah, je suis bloqué, je ne peux plus bouger. Je ne comprends pas, j'ai fait un faux mouvement. Je le répète souvent, il n'y a pas de faux mouvement. Cette tension-là était présente. Vous avez forcément eu un premier appel, puis un deuxième, vous ne les avez pas écoutés. OK. Juste, il faut savoir que maintenant, si vous ne les écoutez pas, ce n'est pas surprenant que vous arriviez au troisième stade. Et on arrive au niveau de cette limite en fait, que le corps nous indique. Et lorsque, pendant longtemps dans sa vie, on n'a pas écouté les 2 premières douleurs, les 2 premiers types, ces 2 premiers appels, eh bien, on va accélérer le phénomène. J'aime pas le terme d'usure, hein, vous avez peut-être remarqué, je ne l'ai pas utilisé une seule fois volontairement, mais ce phénomène d'évolution de nos articulations, parce que ce n'est pas une usure. Un pneu, ça s'use, une toiture, ça s'use, mais le corps, il ne s'use pas, il évolue, il bouge, il change, mais il ne s'use pas. Et donc, on a ce phénomène d'évolution en fait, qui est maintenu. Et la première des choses, avant d'essayer de prendre des plantes, des médicaments, des choses extérieures en fait à nous, hein. Et là, je dis bien des plantes, des médicaments, enfin, quel que soit l'élément extérieur, c'est de nous réapprendre à bouger, réapprendre à écouter la façon dont on bouge, la façon dont on se met en mouvement. Et vous me dites, voilà, j'ai mal au cervical, aux épaules. Si on prend juste le haut du corps, hein, pour juste vous donner un petit exercice qui est extrêmement simple, détendre le cou, les cervicales, je vais vous dire la même chose que tout à l'heure, il faut regarder au-dessus. Regardez au-dessus. Et juste en bougeant vos yeux, voilà, posez confortablement. Je ne vais pas trop me mettre en arrière, sinon je vais avoir la lumière dans la tête, mais j'ai le soleil qui se couche chez moi. Mais d'être posé, voilà, et juste aller avec nos yeux, aller regarder en fait dans toutes les directions, lentement. Et ça, en fait, juste, voilà, je vais regarder à droite, je vais regarder à gauche, je vais regarder à droite, je vais tourner ma tête à gauche, je vais regarder à gauche, je vais tourner ma tête à droite. Alors au début, ça fait un petit peu des nœuds au cerveau. Et petit à petit, en fait, c'est des éléments qui viennent changer la façon dont le tonus de nos muscles du cou va se répartir. Alors, je ne vais pas vous faire tout un cours sur le mouvement des yeux pour détendre le cou, mais voilà, on peut avoir des choses toutes simples qui peuvent être faites sans chercher un élément extérieur, parce qu'une grande partie de votre santé, encore une fois, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, vous l'avez en vous. Vous pouvez aller chercher une plante, vous pouvez aller chercher, pourquoi pas, en permathérapie, je n'en utilise pas, mais un complément alimentaire ou un médicament, etc. Vous pouvez aller le chercher. Oui, mais la première solution, en fait, elle est en vous. Juste peut-être, vous avez juste besoin qu'on vous montre le chemin pour réapprendre à vous mettre en mouvement. Exactement. Puis comme tu 100% le dis, d'accord. d'ailleurs, Loïc, c'est qu'il ne faut pas essayer de faire taire à tout prix une douleur, hein. Une douleur n'est pas un ennemi. Elle est là pour vous donner un message. Volontairement, il n'y a eu aucun langage guerrier dans mon propos. On n'est pas là pour se battre contre la maladie, pas plus qu'on se bat contre la douleur. C'est perdu d'avance. Voilà, si vous mettez devant un miroir et vous commencez à vous donner des coups de poing, vous savez comment ça va se terminer. Ne vous battez pas contre la douleur. Essayez juste de comprendre ce que vous-même êtes en train de vous dire et que vous ne comprenez pas. Exactement. Alors, on va passer au prochain sujet déjà parce que le temps file. Alors, un sujet qui est super tendance, début du printemps, début de l'été, très tendance aussi au début de l'année pour les fameuses résolutions, c'est la question du poids, du surpoids, de la prise de poids, de la difficulté à perdre du poids également. Peut-être j'aimerais commencer par certaines idées reçues. Quand on voit quelqu'un, par exemple, qui est en surpoids, parfois on a tendance à se dire, là, il n'y a pas de volonté pour perdre du poids, ou il devrait faire du sport, ou il devrait mieux manger. Je te vois hocher la tête, Jean-Yves. Est-ce que tu es d'accord avec ces idées-là? Écoute, on vit dans une société où on juge tout le monde. Et la phrase, c'est si vous êtes gros, c'est parce que vous mangez trop, c'est parce que vous ne bougez pas assez, donc vous êtes des gros paresseux. C'est complètement faux. Si c'était vrai, tout le monde serait mince. Si c'était vrai, il n'y aurait pas d'enfants obèses. Si c'était vrai, les gyms qui sont en ce moment pleins de gros, qui transpirent et qui travaillent comme des fous et qui ne maigrissent pas, réussiraient à maigrir. Alors, il y a tout un problème de compréhension là.
La notion d'une calorie est une calorie. Si je mange des calories, je brûle des calories, je vais être mince, ça ne fonctionne pas. Hein? Le principe de base, c'est ça. Hein? C'est ça. C'est qu'on oublie dans cette notion qu'on parle de conservation, de la première loi de la thermodynamique, blablabla, c'est complètement farfelu parce qu'on oublie deux choses. La première, c'est nous ne sommes pas des béchères ou des éprouvettes, nous sommes des êtres complexes qui ont des hormones. Et nos hormones sont impliquées à chaque fois que je mange. Alors, par exemple, si je mange des glucides, mettons un bon pain, j'ai une réaction hormonale où j'absorbe les glucides et il y a toute une cascade et j'augmente ma quantité d'insuline qui a pour but de faire rentrer les nutriments, notamment les glucides, dans mes cellules. Et ça va si je les brûle. Oui, mais si je mange des glucides trop souvent, ce qui est le cas de l'alimentation nord-américaine, là, j'ai un problème parce que mon insuline reste trop élevée tout le temps. Et là, elle a une deuxième fonction qui est de bloquer la sortie de ces nutriments-là. Je me ramasse donc dans un état où, peu de temps après avoir mangé, j'ai faim, ou je suis fatigué, je n'ai pas d'énergie, je suis agressif, j'ai des palpitations, des sueurs froides. Bon, mettez-les sur les symptômes d'hypoglycémie, mais je ne me sens pas bien. Et c'est là le cercle vicieux. Alors, la personne, puis on l'a tout, le préjugé, on voit quelqu'un rentrer dans l'autobus qui a un surpoids important et qui mange une palette de chocolat. Ben, c'est de sa faute, c'est elle est grosse. Non. Le choix alimentaire n'est peut-être pas le bon, mais le fait que cette dame-là mange, j'ai automatiquement pensé à une femme, ça peut être un homme, c'est parce qu'elle a faim. Et le problème de l'alimentation moderne, puis c'est pas pour rien que depuis les années 60, on a une courbe qui commence réellement au début des années 70 d'augmentation impressionnante de l'obésité et du surpoids dans nos sociétés. Regardez les photos de famille sur le web, n'importe quelle photo d'un groupe dans les années 50-60, tout le monde est mince, sauf de rares exceptions. Moi qui ai grandi dans les années 60, à ma petite école, j'avais un obèse dans toute l'école. Et là, ils sont plusieurs par classe. Puis dans certains quartiers, ils sont presque la majorité. Ah, statut socio-économique vient d'apparaître dans mon discours. Alors, c'est pas vrai qu'il y a un lien entre la quantité que je mange et mon surpoids. Il y a un lien avec la qualité de ce que je mange et c'est là l'éducation à faire. C'est pour ça que mon webinaire que j'offre s'appelle « Maigrir envers et contre tous ». Parce que tout le monde nous juge, tout le monde va nous dire quoi faire, puis la plupart des gens vont nous dire des choses qui ne tiennent pas la route. Alors, il ne faut pas trop manger de protéines. L'alimentation est basée sur les grains. Plein de choses. Puis là, les gras vont faire engraisser. Toutes des faussetés. Exact. Est-ce que Loïc, tu veux ajouter quelque chose? Je ne peux qu'appuyer ce que vient de dire Jean-Yves. C'est un sujet qui est à la fois délicat à aborder parce que on a toute la communauté des, on va dire, je ne vise personne, hein. C'est l'école, on va dire, l'école de la diététique, voilà, qui a ce rapport-là de calories, etc. Et de l'autre côté, juste le constat, en fait, que ça ne tient pas debout. Je me souviens, c'était ma première semaine à la faculté de médecine. Première semaine, cours de physiologie. Professeur Bernard, il s'appelait. Il n'exerce plus, c'est pas grave. Bref, on est entre nous, hein, c'est pour ça que je vous dis ça, vous lui direz pas. Et donc, il commence son cours en nous expliquant la théorie que tu as dit, thermodynamique, voilà, les calories, les joules, voilà, j'ai appris la même chose. Et à la fin du cours, il nous dit, bon, cette théorie, elle ne fonctionne pas, elle n'a pas de sens dans le quotidien et dans la pratique. Donc déjà, la grande question, pourquoi on l'a prise, mais pourquoi pas, on est à la fac de médecine, première année, donc l'objectif, c'est d'apprendre, donc tu apprends. Ça, c'était donc en début octobre, et tous les cours qui ont suivi jusqu'au mois de mai n'ont été que basés sur cette théorie-là. C'est-à-dire qu'il a commencé en disant, cette théorie, elle n'a plus cours et elle ne correspond pas à une réalité. Mais actuellement,
notre façon d'envisager, entre autres, le rapport à l'alimentation, etc., ne s'appuie que sur cette théorie-là. Donc déjà, Absolument. là, on a un gros problème, en fait, qu'il faut, qu'il faut démonter et qui est tellement énorme, c'est très difficile. Il y a les hormones qui sont présentes, effectivement, euh, sans rentrer dans l'endocrinologie complexe, mais il faut savoir qu'une personne tous nos organes sont des glandes endocrines, hein. Souvent, on dit, voilà, il y a les grandes glandes endocrines, mais en fait, tous nos organes sont des glandes endocrines. Et même le tissu graisseux, la graisse, hein, qu'on soit en surpoids ou pas, hein, puisqu'on en a tous, est une hormone endocrine. Et plus une personne, en fait, va en avoir, plus ça va produire, en fait, des hormones qui vont avoir tendance à redonner faim à la personne et réalimenter. Donc, à un moment donné, il faut avoir conscience que la personne, il n'y a pas d'histoire de volonté, prendre uniquement la volonté Ah non, ça c'est dessus. farfelu, oui. Oui, enfin, si, c'est très, très confortable, en fait, de prendre la volonté, parce que si on n'y arrive pas, ce n'est pas de la faute du soignant, c'est forcément de la faute de la personne. Oui, là, tu pointes quelque chose de très important. Moi, je m'hérisse à chaque fois que j'entends ça, quand un professionnel de la santé, peu importe sa thérapeutique, va blâmer le patient parce que ça ne marche pas. Au pire, on va dire, regarde, j'ai fait tout ce que j'ai dans mon coffre à outils, je n'ai pas de résultat, il faut que tu vois quelqu'un d'autre. J'admets mon incompétence dans ce dossier-là. Mais combien de fois j'entends des médecins, des pharmaciens, des nutritionnistes, ce que vous voudrez, vont blâmer le patient parce que le patient ne fait pas. Alors, si le patient ne fait pas ce que tu dis, c'est peut-être parce que tu ne l'enseignes pas correctement ou que ce que tu enseignes ne fonctionne pas. Et c'est là où il y a une remise en question à faire. Voilà. Ou quelquefois, c'est les deux. Oui, il peut y avoir un problème de communication puis d'antipathie, mais dans quel cas, il faut assumer une partie de la responsabilité quand même, de dire mon patient, c'est un peu qu'en ce moment, tu sais, l'épidémie, c'est la faute des gens. Non, excusez. J'ajouterais souvent, on présente la relation avec un soignant, quel qu'il soit, quelle que soit son approche. Quand on apprend, on dit voilà, vous faites une enquête de police. Mais ce n'est pas une enquête de police, en fait, la relation. Enfin, Non. c'est avant tout, en fait, une consultation, c'est avant tout une relation avec la personne. Et oui, il y a des personnes avec qui vous allez vous entendre. Quelquefois, j'ai des gens qui viennent me voir, ah oui, mais c'est un super médecin, chirurgien, quoi que ce soit, peu importe le titre, il est super. Mais bon, au niveau relationnel, zéro. Mais à un moment donné, en fait, s'il n'y a pas de relation, la thérapeutique, elle ne peut pas avoir lieu. Il faut déjà qu'il y ait cette relation. Après, les outils, ils sont juste là, pour employer les mêmes termes que j'ai tout à l'heure, ils sont juste là pour mettre en place les conditions. Mais la relation est l'élément le plus important. Et après, quand on est dans une logique d'autonomie en disant voilà, je vais le faire moi, etc., eh bien, c'est aussi la relation que l'on a avec soi. Je vois une personne qui pose une question voilà, sur le jeûne. Il faut savoir qu'un jeûne peut faire grossir s'il ne vous convient pas. Retirer de l'alimentation, ce n'est pas ça qui va faire maigrir, puisque si le problème n'est pas là, il faut, je vais avoir répété ça à chaque fois, alors je suis désolé, mais regardez au-dessus. Non, on va retenir ça. Voilà, regardez le niveau au-dessus. Est-ce que ça vous correspond? Le jeûne, je réponds à cette question-là, tu diras ce que tu en penses après, Jean-Yves, mais voilà, qu'est-ce qu'on pense du jeûne? J'en pense rien, j'en pense tout. Est-ce qu'il vous correspond? Si vous êtes une petite personne avec plutôt fragile, ou alors j'entends petite personne, c'est l'impression que vous donnez, hein. Vous pouvez faire 1,80 m, mais c'est l'impression que vous donnez. Voilà, quelque chose qui est tassé, qui est fermé, où il y a peu de mouvement à l'intérieur de vous, vous avez peu de vitalité. Le jeûne est quelque chose qui peut être très néfaste pour vous. Quelqu'un qui, au contraire, va plutôt avoir une vitalité importante, ce qui n'empêche pas d'être malade, mais avoir une vitalité importante, le jeûne, ça peut être un moyen de rebondir, pour le faire très, très simple et très, très rapide. Donc, je vais exactement dans le même sens. Sur ma plateforme, j'ai une formation sur le jeûne où j'explique les tenants et les aboutissants, mais un truc qui revient dans toute l'heure et demie, c'est pas pour tout le monde.
C'est pas parce qu'en ce moment, le jeûne intermittent, manger sur 8 heures, ne pas manger sur 16 heures, c'est la mode, on en parle partout. C'est un très bon outil thérapeutique dans certains cas. C'est même extraordinaire les résultats qu'on peut avoir, mais ça peut être à l'opposé de votre besoin. Et faites attention si vous réagissez mal à ça. Les jeûnes de plus longue durée, souvent, on va dire, bien, ça vous prend un coach parce que des risques apparaissent au-delà de 36 heures. Alors, tout ça fait que, oui, c'est un très bon outil, mais comme tous les autres outils, il va pour une personne et peut-être pas pour la suivante. Exactement. Et justement, donc, comme tu dis, toi, tu as une formation sur le jeûne et on a inclus aussi dans l'expérience Natura une formation sur le jeûne, sur les cures détox que vous pourrez retrouver dans le coffret. Alors, on aborde maintenant notre dernière thématique qui est un élément qui est aussi le reflet de notre santé. C'est évidemment nos cheveux, notre teint et la santé de nos ongles. Une mauvaise diète peut avoir un impact direct. Les régimes aussi peuvent avoir donc évidemment un impact direct sur la perte de cheveux. Comment on peut déceler certaines carences nutritionnelles, par exemple, sur nos cheveux ou sur nos ongles? Ben, écoute, bon, les yeux sont le reflet de l'âme, là, mais la peau et les cheveux sont un reflet de notre santé. Quelqu'un qui a des taches blanches, quelqu'un qui a des ongles qui se dédoublent, quelqu'un qui a une lunule, la petite partie blanche qui disparaît, quelqu'un qui a des ongles qui vont concaves ou à l'opposé, très, très bombés, c'est tous des signes ou de carence nutritionnelle ou de pathologie. L'ongle bombé, là, si vous avez, on appelle ça club, l'ongle devient enflé, allez voir votre médecin tout de suite. C'est un signe important de maladie cardiaque. Mais toutes les autres concaves dans ce sens-là, c'est un manque de fer. Les taches blanches, c'est souvent un manque de zinc, peut-être même un manque de magnésium. Les ongles qui se dédoublent, on va penser silice. Alors, les ongles et les cheveux sont souvent un reflet de la vitalité de notre alimentation. Outre les traitements capillaires, on nous vend toutes sortes de choses pour les traitements capillaires, il y a une notion qu'un cheveu, ça pousse de moi vers l'extérieur. Et c'est une protéine. Alors, si ma protéine est incomplète parce que je mange mal, parce que je fais dans le néfaste food, parce que tout ça, bien, je vais avoir un cheveu dévitalisé. Et c'est là la question. Là, je ne me rappelle plus de celle-là. La lunulune, je savais comment le dire ce mot-là. Il me semble que c'est le fer, mais je ne suis pas sûr. Il faudrait que je regarde. Je le lis justement dans la formation, j'en parle. J'ai tout un tableau des symptômes, puis je me souviens toujours des cliniques, ceux que j'utilise dans mes consultations. Mais dites-vous que les cheveux, ce n'est pas juste l'apparence. Il y a des raisons. Puis je vais juste prendre une petite fenêtre sur nous, les hommes, et notre type de calvitie fréquent, type mâle, avec la calvitie comme ça ou comme ça. Et vous voyez des femmes post-ménopause qui ont le même genre de calvitie. Les jeunes femmes qui ont un syndrome de l'ovaire polykystique ont le même genre de calvitie. C'est hormonal. Comment est-ce que je peux changer mes hormones? Ça aussi, on va l'aborder. Est-ce que ça s'appelle le palmier? Est-ce que ça s'appelle mon alimentation? Et là, on regarde tout ça, le rôle des différents nutriments. On voit souvent dans les médias en ce moment la biotine, vitamine B8 ou B7, ça dépend à qui vous lisez, moi je dis B8, qui a un effet stimulant des cheveux. Mais là, j'ai des gens qui disent, ben, j'ai essayé des doses complètement catastrophiques, ça ne marche pas. Ben oui, parce que ce n'est pas juste ça, ce n'est pas magique, c'est complexe, mais la réponse, une fois qu'on l'a comprise, est facile à appliquer. Voilà. Les ongles et les cheveux. Toi, Loïc, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Je n'ai pas grand-chose à rajouter à ce que vient de dire Jean-Yves sans rentrer dans du détail spécifique. On va retrouver mon côté toucheux. Mais j'aime ça. Quand vous appliquez quelque chose sur vos ongles ou sur vos cheveux, eh bien, massez-les vraiment. Voilà. Jean-Yves disait très justement, vous le produisez de l'intérieur de vous vers l'extérieur, au même titre que vos ongles. C'est une forme de peau, en fait. Ça appartient au système cutané. C'est une forme de peau. Et vous, voilà, on peut. Alors, avec le casque, ça va être compliqué. Mais vos mains peuvent tout à fait être un support aussi pour les masser. Vous êtes probablement déjà fait masser quand vous étiez allé chez le coiffeur.
que voilà, c'est plutôt pas désagréable comme chose, eh bien, vous pouvez le faire aussi vous-même et vos ongles aussi. C'est pas juste pour se détendre, ça c'est bien, donc on va le prendre, hein, mais c'est aussi que ce type de massage-là, ça vous amène à avoir un autre rapport, une autre attention en fait à cette partie-là de votre corps. Ça, c'est un premier point. Donc, d'un point de vue perceptif, c'est intéressant parce que, ah bah oui, effectivement, j'ai plus lu. Ah non, mais en fait, je me rends compte que j'ai tendance à, en fait, à masser dans l'autre sens et en fait, je pousse les peaux dessus et en fait, quand je les pousse un petit peu, je m'aperçois que j'ai encore une unule. C'est peut-être pas ça le problème. Donc, déjà, on a un autre rapport au corps qui se positionne. Et puis, ce qu'on appelle la microcirculation, c'est-à-dire toute cette petite circulation qui est entre les artères et les veines. Hein. Vous avez vos artères, pouf, la microcirculation et vos veines. Elle est stimulée en fait par ce mouvement-là, par ce déplacement du tissu. Et donc, le fait de masser va venir stimuler cette microcirculation qui apportera aussi des aliments, des nutriments à vos cheveux, à vos ongles. Donc, massez-vous, touchez-vous, touchez-vous. Merci Loïc, beau message. On a peut-être une question pour toi, Jean-Yves, peut-être quelles huiles, ou même Loïc, quelles huiles essentielles pour les cheveux à la ménopause? Bon, c'est un petit peu complexe comme question parce que pour les cheveux, le premier outil, ça ne sera pas des huiles essentielles. Parce que les huiles essentielles auront des rôles spécifiques. Je pense à l'huile de théier, le tea tree oil, qui aura un effet antifongique pour les pellicules. OK. Mais quand on parle de nourrir le cheveu, on va plus penser huile végétale. Alors, j'irai vers des huiles complexes depuis carrément l'huile d'olive, qui est traditionnellement utilisée autour de la Méditerranée pour entretenir les cheveux, jusqu'à des huiles plus complexes, l'huile de coco et autres. Même des tamanus de ce monde vont être intéressantes. Le colophyllum, pour l'effet nutritif de la chose. À ne pas faire l'huile de ricin, qui, elle, si vous voulez des nœuds dans vos cheveux, faites ça. Alors, les gens qui se font des dregs, là, tu sais, une espèce de grosse couette bizarre, là, mettent de l'huile de ricin dedans, fait qu'on ne veut pas ça. Mais sur les cheveux, là, c'est pas le premier choix. Des huiles nutritives plus intéressantes, je pense à l'huile d'olive qui est très connue, l'huile d'argan va être utilisée, et là, on a un effet local. Moi, je suis plus un fan de passer par en dedans. Et c'est là que je veux parler alimentation, apport en protéines, apport en gras oméga 3. Et là, on commence à parler vraiment tout le corps parce que, comme j'ai dit tantôt, les cheveux, c'est le reflet de notre santé, de notre vitalité. Exact. L'huile de ricin, vous pouvez la garder pour vos ongles, en fait, mais pas pour les cheveux. Pour les ongles, je n'ai pas de problème. Surtout si vous faites des mycoses, c'est intéressant. Là, on a des huiles essentielles qui embarquent, le tea tree et d'autres antifongiques. Oui, mais pas dans les cheveux. Je ne suis pas fort sur les huiles essentielles dans les cheveux. C'est assez curieux, enfin, c'est pas un reproche, c'est Daniela, hein, mais de penser huile essentielle d'abord. Les huiles végétales sont un peu délaissées, c'est dommage parce que elles ne sont pas moins nobles que les huiles essentielles. Alors, il y a moins de transformation, il n'y a pas l'aspect olfactif aussi puissant qu'on peut avoir les huiles essentielles. OK. Mais d'un point de vue thérapeutique, elles sont tout aussi intéressantes. Il y a énormément de choses qui peuvent être faites avec des huiles. Tu disais très justement, l'huile d'olive qu'on a dans nos cuisines et même l'huile de tournesol, je ne sais pas si c'est très répandu encore. Question un peu naïve, je ne sais pas si c'est très répandu au Québec, l'huile de tournessol, si vous en avez beaucoup. Mais j'espère qu'on a aussi des champs de tournesol ici. Ah oui, mais en fait, n'est plus dans des cabanes en bois rond. Allé chez vous. Alors, viens faire un tour. je devais venir l'année dernière, donc je ne te dirai pas pourquoi je ne suis pas venu. Non. Donc, je n'ai aucune idée, en fait. Moi, tu sais, j'ai que les images du Québec avec juste des forêts, donc je ne sais pas si vous avez des champs. On a tout ça. Non, mais voilà, l'huile de tournesol, l'huile d'olive qui sont, voilà, on dit, bah, comme on les utilise pour la cuisine, elles sont quotidiennes, mais elles ont aussi un intérêt thérapeutique qu'il ne faut pas oublier et pas mettre de côté. Génial. Alors, on passerait encore des heures avec vous, évidemment, tous les deux, mais on retrouve évidemment beaucoup d'informations dans toutes vos
vos formations. Mais en fait, on va pouvoir passer des heures avec vous parce que en se procurant le coffret de l'expérience Natura, c'est plusieurs heures de formation qu'on a one-on-one avec vous devant notre ordinateur. Donc, merci encore infiniment à toi, Jean-Yves. Merci à Loïc. Alors, je rappelle que toi, Jean-Yves, dans l'expérience Natura, tu offres non pas une, pas deux, pas trois, mais 4 formations. Donc, la santé veineuse, varices et hémorroïdes, donc une toute nouvelle formation, un bon sommeil, perte de cheveux et ongles et maigrir envers et contre tous. Toi, Loïc, tu nous offres la formation Soulager ses douleurs avec la permathérapie. C'est aussi une toute nouvelle formation que tu as toute filmée cet été dans ta forêt. J'ai vu les petites vidéos, c'est vraiment très, très intéressant. Ce qui est génial dans vos formations, c'est qu'elles sont évidemment très complémentaires. On l'a vu aujourd'hui avec notre conférence d'aujourd'hui. Elles sont aussi très pratico-pratiques. Donc oui, il y a un côté théorie, mais il y a beaucoup de côté apprentissage et application dans votre vie de tous les jours. Et c'est ça que les gens recherchent évidemment. Alors, merci aussi à tous les participants qui ont été là aujourd'hui avec nous de France et du Québec. Et de Hongrie. Et de Hongrie, c'est vrai, on a quelqu'un de Hongrie. Vous pouvez évidemment retrouver toute l'actualité de Jean-Yves et de Loïc sur leur site internet, sur leurs médias sociaux, sur leurs infolettes. Je vous encourage à aller vous inscrire si vous ne l'êtes pas déjà. Et puis, je vous rappelle que le 7 octobre, donc la semaine prochaine, sera en vente le coffret de l'expérience Natura, donc 19 formations en ligne, un petit prix promotionnel avec une grande valeur. Ça vaut vraiment la peine de vous faire ce beau cadeau. Alors, merci infiniment à tous et on se dit à très bientôt. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Bye.